Aujourd'hui, même s'il s'agit, nous dit-on, d'un roman, on va en parler avec vous, justement, Nadine M. Philippe, je vous annonçais il y a quelques minutes, il s'agit bien d'une confession sous forme de confidence, d'un appel, d'une bouteille jetée à la mer. Borderline, vous avez bien évidemment, je pense que vous avez bien sûr voulu le jeu de mots comme borderline, ces gens qui sont justement à la frontière, en équilibre, fragile, tremblant, et finalement c'est bien de cela qu'il s'agit, je trouve, une histoire de déstabilisation. Bonjour Nadine, vous avez un micro, vous pouvez lever le petit bouton, voilà. Bonjour. Bonjour. Pour les personnes qui nous ont rejoints, Borderline, les monaufragés, donc au Perséide, éditeur, et je lisais récemment sur mon compte Twitter, je voyais passer une info, comme quoi, bonjour mesdames, qui est devant nous, la femme française est définie comme la plus ambitieuse des européennes. Il faut comprendre l'adjectif ambitieuse comme les plus entreprenantes, parce qu'on déteste le mot ambition en France, à savoir, vous menez de front famille, job, ambition, et quand je vous ai présenté et quand je vous ai découverte Nadine il y a quelques jours, je me suis dit, on en a vraiment ici une belle illustration. Ancienne directrice d'agence bancaire, consultante formatrice en freelance aujourd'hui, passionnée de sport, de photos, de vidéos, mariée, et comme si cela ne suffisait pas, mère de 4 enfants, et parce que vous avez été touché, bien sûr, dans votre vécu, dans votre histoire familiale. Donc, cette très belle page, très émouvante, qui traite donc de l'aphasie, la perte progressive du langage, on est bien d'accord. Vous me corrigez, je suis allé voir sur Internet, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs caractéristiques. La vôtre est progressive. Et bien sûr, c'est une des opportunités malheureuses souvent qui mènent à l'Alzheimer. Alors, j'ai fait le listing parce que c'est 70 et quelques pages qui sont à la fois, j'ai envie de dire, tricotées une maille à l'endroit, une maille à l'envers. À savoir, il y a l'observation, sinon quotidienne, hebdomadaire et au fil des mois, l'observation objective de ce que est en train de vivre votre maman. Et puis, il y a effectivement également, sur un mode poétique, un mode bouteille jetée à la mer, un peu plus lyrique, vos impressions, vos cris que vous lancez. Donc il y a comme ça une alternance d'objectivité et de subjectivité. Vous partagez cette lecture que j'ai faite de ces 75 pages? Oui, tout à fait. C'était une écriture quotidienne, en fait. Enfin, quotidienne, pas forcément, hein, ça pouvait se faire au fil du temps. Mais c'était une description de ce que je vivais. Plutôt des émotions, il n'y a rien de médical en fait dans ce roman. Donc c'était vraiment sur le plan de l'émotion et en plus j'avais besoin d'exprimer des choses encore différemment, sur des choses plus détachées en fait, mais qui me ramenaient toujours à mon propos. Bien sûr. Alors, j'ai regardé date d'édition novembre 2016. Dans vos lignes, vous dites « Maman, effectivement, quand est-ce que les premiers symptômes sont-ils apparus ?» Vous évoquez, vous posez la question, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous rappelez effectivement un jour à table, au petit déjeuner peut-être, à l'occasion d'une promenade en bord de mer, ça revient très souvent, cet appel du large, cette aération, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous vous revoyez, tiens, maman commence à buter sur un mot, à chercher un mot? Est-ce que depuis, vous avez un peu identifié? Oui, en fait, ça s'est fait progressivement. Mais il y avait cette absence de vocabulaire hein, et elle employait des mots à la place d'autres et donc ça a été très progressif, mais elle-même s'en est vraiment rendue compte. Donc c'est ce que je reprends d'ailleurs à la fin du roman, quand je dis elle se sentait en fait coupable. Oui, il y avait ce sentiment de culpabilité parce que elle voulait exprimer les choses et que ça ne venait pas, et elle s'est vue en fait se dégrader par rapport à ce vocabulaire. Elle a vraiment eu conscience de cela. Et ce qu'on ne savait pas à cette époque, c'est que ça allait l'amener progressivement et puis tout à coup très rapidement vers une complète perte d'autonomie. Bien sûr. Alors, de la même façon que j'évoquais d'entrée de jeu, que c'était effectivement écrit et d'une façon très proche du lecteur. Évidemment, vous vous adressez à nous, donc ça se dévore, j'ai envie de dire, effectivement, parce qu'on est au cœur de l'humain, au cœur du drame, et c'est donc très bouleversant. Et j'ai fait le décompte. En fait, c'est un long calvaire que vous relatez ici. Alors j'ai additionné effectivement comment on obtient le fameux macaron handicapé, les lieux d'accueil, on va en parler, les équipes, aussi dédiées ou dévouées soient-elles avec des réserves, le corps médical,
Les déplacements, marché devient une véritable gageur. Les équipements, votre frère aussi. Donc ça, c'est vraiment les différentes étapes d'un calvaire, au sens, ça n'engage que moi, religieux, christique. Et puis en face, il y a quelques embellis, il y a quelques sursauts, on l'évoquait. Ils sont nettement plus courts. Hein. Autant j'ai carrément 9 items d'un côté, j'en ai guère de plus que 4 ou 5 de l'autre. Un rire, un merci mon chou qui va revenir. Elle a quelques sursauts au niveau des vocables, d'expressions. Elle salue votre retour, ou celui de votre père. Une stabilisation. Alors évoquons le calvaire. Les lieux d'accueil, il ne s'agit pas bien sûr de dresser le portrait de qui que ce soit. Ici, on a peut-être des personnes qui font partie de structures, maisons de retraite, maisons médicalisées, plus ou moins dédiées à l'accueil des personnes souffrant d'Alzheimer. On a peut-être des spécialistes, il y a le neurologue qui est évoqué, le spécialiste aussi que vous allez voir, qui est en lien avec lui. Les bras nous en tombent tout de même. On est très seuls dans ces histoires-là. Les lieux d'accueil, moi j'ai été stupéfait d'apprendre que l'Alzheimer, c'est quand même pas très neuf en Europe, en Occident, c'est même peut-être de cause nationale. Si vous n'êtes pas capable de déambuler, c'est l'expression, ou de vous nourrir seul, eh ben on ne vous prend pas. Oui, tout à fait. On a fait en fait le tour des maisons de retraite pour essayer de voir en cas de... Si mon père n'avait pas pu continuer à s'occuper de maman, essayer de trouver une structure d'accueil et faire au moins avoir quelque chose pour faire face. Et on s'est rendu compte que le dossier ne passait pas en fait, et que très peu de maisons de retraite acceptent les personnes quand elles ne sont plus... Enfin, il y a des critères très stricts en fait, de déambulation, d'autonomie, et donc ça pose de gros problèmes. Sauf qu'à un moment, comme c'est une maladie dégénérescente, ça va toujours vers le pire, et donc il y a bien un moment où les gens, effectivement, on le voit bien, on ne sait plus à quoi correspond une fourchette par rapport à un couteau, on peut se méprendre, c'est des cas que vous relatez, et puis si les gens ont vu le film avec Isabelle Carré, se souvenir des belles choses, je trouve que c'est exactement cela. Si on n'associe pas que la fourchette est faite pour piquer un aliment, le porter à sa bouche parce qu'on l'a oublié, on ne sait plus à quoi sert une fourchette, de la même façon qu'un nourrisson, un bébé ne le savent pas. Et c'est ça que vous relatez, cette perte de la conscientisation de à quoi servent les choses. Oui, et dans les maisons de retraite, en fait, il vaut mieux y rentrer quand on a encore une autonomie. Et après, en fait, les maisons de retraite acceptent les personnes, les laissent... une fois qu'elles sont rentrées, il n'y a pas de souci. Mais pour y rentrer quand l'autonomie est complètement perdue... Là, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est ça. Alors, les équipes, notamment associations, alors vous le dites, j'observe des gens qui ont plus ou moins la vocation, peut-être plus ou moins un don, ou d'autres qui sont là aussi parce que ça peut être des emplois aidés, disons les choses comme elles sont. Moi, je devine bien qu'il y a le département, les structures derrière. Et les gens, là aussi, quelquefois, vous font défaut. C'est-à-dire que même les infirmières, vous n'arrivez pas à en trouver assez pour avoir la bonne rotation. J'ai l'impression que les gens dont c'est le métier de l'accompagnement, à un moment, baissent les bras et se retirent. Oui, je pense que la prise en charge n'est pas évidente. Puis bon, on part de rien, donc on découvre les structures, on découvre tout ce qui est possible en termes d'aide, et on a du mal à se repérer en définitive. Les cabinets d'infirmières, il faut qu'ils soient suffisamment structurés et qu'il y ait suffisamment de monde pour pouvoir avoir une bonne prise en charge. Donc les petits cabinets ne peuvent pas continuer, donc ils nous disent on ne peut pas continuer, donc il faut trouver encore un autre relais. Et c'est ça qui est compliqué en fait. Vous posez aussi la question de la formation par rapport à certaines de ces personnes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que justement, il n'y a pas encore assez de formation pour préparer un corps, non pas forcément médical, mais d'accompagnants, via notamment des associations, mais pourquoi pas également les infirmières, pour être comme vous, confrontés à ce moment où la personne ne peut plus rien faire, est dans une dépendance totale? Oui, j'en suis convaincue en fait. La formation, je pense qu'il faut l'accentuer auprès de ces personnes qui sont amenées à intervenir auprès des gens totalement dépendants, parce que en fait la prise en charge est souvent insuffisante. Il y a une rotation qui se fait qui est énorme, donc les aidants comme les personnes ne peuvent pas avoir de repères. En définitive, il y a beaucoup de gens qui se succèdent et qui ne sont pas formés. Alors certains le sont, et puis certains ont ça, je dirais, un peu inné. Donc ça se passe bien, et puis d'autres sont un peu aussi démunis par rapport à cette maladie, et ils restent démunis dans leur intervention aussi.
Alors toujours dans les différentes étapes du calvaire, il y a également le vrai corps médical, le grand corps médical. Évidemment, il y a un neurologue qui suit votre maman, puis qu'à un moment dira non, voilà, c'est fini, ça ne sert plus à rien. Il y a le spécialiste, alors qui vous reçoit, vous racontez ça très bien, qui vous reçoit d'une façon sèche, objective, pas d'affect. Il y aura juste un moment où il va un petit peu se radoucir. Alors, je vais me faire cette fois le défenseur de ces grands spécialistes. On dit toujours s'il reste... Oui. C'était pas un spécialiste, c'est un généraliste. Un généraliste. J'avais un doute. Mais en même temps, on nous dit toujours, attention, du grand mandarin d'hôpital au généraliste, s'ils ne se blindent pas eux-mêmes, ils s'écrouleraient devant tous les cas du quotidien, aussi dramatiques soient-ils. Là, j'ai envie de prendre sa défense, mais comment vous ressentez effectivement cela? Parce que c'est quand même pas son procès d'instaurer, mais bon, vous êtes quand même assez étonné du peu d'empathie. Je pense que là, il s'agit juste d'une question de personne. Donc, je ne fais surtout pas de généralisation et je sais que c'est un métier qui n'est pas facile à exercer, qu'il ne faut pas trop d'affect sûrement, mais il en faut quand même un peu, il faut un peu d'empathie. Et je pense que là, vraiment, c'est juste une question de personne. Donc, pour aller vite, bien évidemment, 8 mois pour obtenir, j'y reviens, le macaron de personnes handicapées, et puis en 8 mois, bien des choses se sont dégradées. Donc, les lieux d'accueil, les équipes, le corps médical. Alors là-dessus, on se rend compte que finalement, il n'y a rien de plus, comment dirais-je, confronté directement pour prendre les choses en main que la famille. De revoir une salle de bain, de déménager une chambre d'un premier étage à un rez-de-chaussée, de prendre en charge la toilette, le lever, le coucher, l'endormissement, puisque votre père se couche avec votre mère pour la rassurer, à chaque fois. Votre père, alors là c'est une figure magnifique. Il est toujours parmi nous. Oui, tout à fait. Parce qu'il a 84 ans là. Oui. C'est ça, et aujourd'hui 86. Bon, il est toujours là. Le frère, c'est plus compliqué. Je crois que dans toutes les familles, en fait, chacun réagit différemment. Donc, voilà. Alors, vous ne faites pas le procès du frère, vous dites... Deux personnes, d'ailleurs. Deux personnes, d'ailleurs. Mais là aussi, j'ai envie de prendre la défense du frère, qui n'est pas vraiment présent, il faut bien le dire. Est-ce que... Alors, à l'exception de votre père, qui lui corrige le tir, figure magnifique, qui se sacrifie, il y en a un qui coule pour l'autre, hein, vous le dites bien, et votre père, voilà, coule... tout en tenant à bout de bras le quotidien domestique. Est-ce que votre frère n'est pas assez finalement emblématique des hommes qui sont encore plus empêtrés, encore plus mal à l'aise dans ces histoires dès lors qu'on est confronté à la maladie? Oui, et puis je pense que chacun réagit différemment. Donc, voilà. Parce qu'en même temps, ça amène à votre famille. Vous évoquez vos enfants, mais d'une façon très allusive, très discrète. Vous n'évoquez pas votre conjoint. Vous êtes là dans une confession en face à face avec votre lecteur et vous-même parce que vous êtes en face à face avec votre maman et bien sûr il y a toujours l'intermédiaire quand même de votre père. Mais comment avez-vous été vous-même aidé par votre cellule familiale? Énormément en fait. Mon conjoint est très très présent et il laisse, d'ailleurs la dédicace finale le montre bien, donc il est dans le nous et il est d'ailleurs parmi nous et il a été extrêmement présent. Pour tout. Et sans lui, c'est vrai que les choses auraient été encore bien plus compliquées. Et puis mes enfants, toujours... on a formé... Oui. Alors, les deux autres n'ont pas pu se déplacer, mais ils ont formé vraiment... voilà, ils ont été vraiment très présents. Ils le sont toujours auprès de mes parents. On a réveillonné encore chez eux. Donc, voilà, on est très soudés. Alors effectivement, donc c'est le témoignage d'une fille à sa mère, maman je t'aime, cette petite poupée vacillante dans sa bulle à la dérive, j'avais noté ces mots. Et puis à un moment, j'ai également relevé à la page 75, comme un cri dans ces impressions subjectives auxquelles je faisais allusion, ta santé est solide et tu es encore si jeune. Alors je m'interroge beaucoup sur ce cri du cœur, c'est comme le déni du réel, c'est ça? Oui, et puis... en fin de compte, on se rend compte que ça se dilue dans le temps et puis aujourd'hui, cet âge-là n'est pas un âge... quand elle a commencé à aller mal, je dirais qu'elle était encore jeune pour l'évolution de la durée de vie aujourd'hui, donc c'est un peu ça que j'interrogeais par rapport à ça. Alors là, j'ai vu les différentes étapes du calvaire au quotidien, comment c'est très très difficile pour la famille, de plus en plus abandonnée
vous me corrigez si le terme vous paraît trop fort, mais par toutes les structures ou même les bonnes volontés de départ. Alors il y a quelques embellis, quelques éclaircies, on pourra également creuser cet aspect, mais mesdames et messieurs, si vous avez déjà des questions ou des précisions à vouloir entendre de la bouche de notre auteur, vous n'hésitez pas. La parole est également à vous dans ces rencontres. Témoigner aussi peut-être, d'ailleurs, ou confronter des impressions. Non ? Je poursuis. On échangeait juste avant de prendre les micros, et oui, de temps en temps, il y a un rire qui cimente à niveau la relation. Il y a des mots qui reviennent, ma chérie, mon chou, et vous vous interrogez toujours sur, mais d'où cela revient-il ? Oui, c'est vraiment très très étonnant parce que au moment où il n'y a plus de mots quasiment et de relations avec des faits réels dans le vocabulaire, eh bien on a des choses qui reviennent et des petits instants en fait qui ont été mémorisés et on ne sait pas pourquoi ce sont ceux-là et pas d'autres. Donc quand il y a pratiquement plus de mémoire, ni à court ni à long terme, eh bien il y a toujours ces petits instants qui ressoudent des choses entre nous en fait. Donc voilà, c'est vraiment très important et en sachant que sous le coup de l'émotion, eh bien on a l'impression qu'il y a des connexions qui se font. Alors c'est pas du tout un livre médical, voilà, c'est juste une constatation de voir ces connexions qui se font sous le coup de l'émotion, d'arriver à faire des choses invraisemblables pour quelqu'un qui ne marche plus, d'arriver à remarcher parce qu'on est inquiète, parce que mon père était parti. Et donc, voilà, ça interroge en fait. C'est comment est-ce que c'est possible ? Et en même temps, je me disais à lire ces états de fait, effectivement, votre papa absent, vous la retrouvez, vous dites qu'elle s'est déplacée, etc. Mais est-ce que c'est pas tout simplement, basiquement, bah oui, des sources. La mémoire est à l'œuvre à nouveau, tout d'un coup, donc les choses fonctionnent. Oui, je pense qu'il y a des moments de conscience en fait qui se font. Alors la conscience, effectivement, gros sujet, vaste question. En entrée, tout à l'heure, je vous disais, là, en sympathisant, que j'interprétais cela comme les personnes finissent par s'effacer d'elles-mêmes. Et vous étiez en interrogation par rapport à ma propre lecture de l'Alzheimer, parce que vous me disiez comment cela, au contraire, il y a des sursauts de conscience. Et je vous disais, est-ce que c'est pas comme le nouveau-né, comme le bébé, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est ? Puisque là, on voit bien comment la boucle se boucle, dépendance totale, toilette, fonction organique du corps. Non, vous pensez qu'il y a la conscience revient à vous, c'est pas que mécanique. Je pense qu'à travers le regard, oui, on peut déceler des moments de conscience, je pense. Déjà, le fait que il se rappelle, en fait, elle se rappelle des personnes, sans savoir exactement qui on est, on voit qu'il y a quand même la conscience de quelqu'un de proche, de très très proche. Et c'est ce que je mets en préambule d'ailleurs, en disant je suis gravé là directement dans ton cœur. Et je pense que c'est ce qui peut ressurgir. Alors effectivement, c'est bien que vous faisiez allusion à cela, je suis gravé là dans ton cœur, parce qu'il y a toute la relation filiale, bien sûr, d'une fille à sa mère. Ailleurs, ça pourrait être un fils également à sa mère, ou d'un fils à son père. Et surtout, alors vous avez des culpabilités. Culpabilité parce que vous êtes éloigné géographiquement. Donc il y a déjà celle-là. Vous vous demandez même si vous ne devriez pas instaurer, pour ne pas oublier ou pas les repousser, peut-être 2 coups de fil par semaine, un jour fixe. Et donc il y a une méthode sur laquelle finalement vous vous interrogez. Et puis il y a la peur aussi de l'hérédité. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Puisque à un moment vous le criez, non c'est pas à 100% non plus héréditaire, mais ça vous fait très peur. Parce que du coup dès que vous butez sur un mot, et dès qu'on bute sur un mot, on est tous un petit peu paniqués. Oui, tout à fait. C'est encore plus important quand on est confronté à cette maladie, parce qu'en fait, on réalise qu'on a aussi parfois une absence de vocabulaire, un mot qui ne viendrait pas. Et tout de suite, en fait, on se réfère à ce problème-là en ayant peur de l'hérédité, de la génétique. J'ai pas trop creusé la chose. Oui, c'est vrai, vous le dites d'ailleurs. Autant au début, vous pouvez faire des recherches. Là où vous dites non à Internet, vous n'êtes pas trop allé renifler de ce côté-là. Alors c'est vrai qu'il y a de très beaux passages, bien évidemment, auprès de toi, maman, quand je pense à toi, je suis bord de larmes, d'où le titre. Il faudrait pourtant que je profite de chaque instant, passer à tes côtés, au lieu de m'apitoyer sur toi, sur papa, sur nous, sur ce que tu n'es plus, sur ce que tu ne partages plus, sur le passé, sur l'avenir, et vivre l'instant présent sans penser à demain. Mais en même temps, c'est toujours très difficile
difficile parce qu'au quotidien, il faut toujours se battre et il faut anticiper continuellement. La salle de bain, j'y reviens, qu'il faut déplacer, qu'il faut aménager, un élévateur ou un verticalisateur, qui est un gros engin manifestement, pour que vous puissiez déplacer votre mère d'un fauteuil au lit, d'un lit au fauteuil. C'est aussi des investissements, ça. Encore que quelquefois un fauteuil vous est prêté, je crois. Oui, il y a un système de... Heureusement, en France, il y a quand même des systèmes de remboursement. Alors, tout n'est pas remboursé, mais il y a quand même beaucoup de choses, les lits médicalisés, etc., qui sont prêtés, les fauteuils qui sont remboursés. Des interventions, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, si vous voulez témoigner, creuser avec notre auteur, eh bien, cette approche, ce vécu au quotidien de l'aphasie et donc de l'Alzheimer, directement ici, via votre mère, justement. Des réactions? Je précise bien que, comme à chaque fois, après les interviews, il y a l'espace dédicace qui vous est entièrement alloué et dédié, et vous pouvez, sur un mode plus privé, bien sûr, échanger avec nos auteurs. Quelles sont les réactions autour de vous depuis que le livre est sorti? Elles sont positives, en fait. Les gens sont beaucoup touchés par mon témoignage, émus à la lecture des pages. Donc... je n'ai que des commentaires positifs par rapport à ça. Et du côté des professionnels, vous avez eu là des emails peut-être, des courriers. Certes, c'est pas forcément le premier témoignage du genre, mais est-ce qu'il y a des choses... À un moment, par exemple, vous évoquez une maison de retraite que vous aviez approchée, les personnes sont en grève et on apprend que les personnes dans l'état où serait votre mère, dans ces murs-là, pendant 3 semaines n'ont pas de douche, par exemple, n'ont pas été douchées. Elle est mieux là où elle est, même si c'est la galère quotidienne, on se dit... D'ailleurs, vous dites, heureusement qu'elle n'a pas été prise. Alors, en fait, depuis... parce que mon père s'est fait opérer d'un genou, donc maman a séjourné en fait en maison de retraite. Alors, j'ai pas forcément la même analyse des maisons de retraite avec ce passage qu'elle a fait en fait de 3 mois. Où elle a été extrêmement bien prise en charge. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des organismes qui sont très très bien, des maisons de retraite qui sont très bien. Alors je ne condamne surtout pas le personnel et les maisons de retraite. Donc c'est un témoignage qui était ponctuel sur une actualité du moment en fait. Oui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de faire des procès à qui que ce soit, mais de s'interroger sur pourquoi certains états de fait, et est-ce que les choses s'améliorent, et est-ce qu'il y a là aussi le bon grain de livret à dégager, et les mauvaises herbes, parmi quelquefois des choses nettement plus, heureusement, enrichissantes. Et aujourd'hui, début 2017, alors, où en êtes-vous? Bien, les choses n'ont pas tellement évolué par rapport au livre, en fait, si ce n'est qu'il n'y a plus du tout d'autonomie pour maman. Et donc, elle est toujours à domicile avec papa. Donc, ça... Une stabilisation. Il y a plus de... en fait, il y a eu... Et le livre est le témoignage d'un an en fait, de dégradation extrêmement rapide. On parle de dégringolade à un moment. Voilà, elle a tout perdu. Et donc, aujourd'hui, bien... Voilà, donc... c'est un état un peu plus stationnaire, je dirais. D'accord. Avec des phases encore de dégradation, mais... donc, et des sursauts aussi? Ces heureux sursauts ou de moins en moins? De moins en moins. D'accord. Est-ce que ce livre vous a aidé aussi avec le recul, la confession, comme un journal? On n'est pas loin du journal. Est-ce que ça vous a aussi aidé pour demain? Je pense que sur le moment, oui. C'est une aide aussi importante d'écrire, d'arriver en fait à mettre des mots sur les émotions. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs ce que les gens ressentent à la lecture du livre, c'est d'arriver à mettre des mots sur leurs propres émotions, parce que c'est une histoire en fait ordinaire, de gens ordinaires. Et voilà, c'est très très simple en fait comme histoire, mais c'est vécu par tellement de personnes aujourd'hui que c'est important. Maintenant, je n'écris plus du tout sur ce thème, du tout. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire sur d'autres thèmes? Ou est-ce que ça aurait été un précédent parce que c'était vous, parce que c'était elle, parce que c'était cette histoire-là? Non, j'aime l'écriture. Donc voilà, après on ne sait pas ce que ça peut donner à terme, mais oui, il m'arrive d'écrire.
En tout cas, vous évoquiez l'histoire simple, oui, mais c'est comme un cœur simple, justement. C'est le quotidien, c'est simple, avec des mots simples, c'est fort, c'est profond. En même temps, on sent bien comment nous, être occidentaux, on n'est jamais, malgré la philosophie, malgré la psychologie, malgré tout ce qu'on peut lire, on n'est jamais préparé au départ de l'autre, et encore moins lorsque c'est une maladie aussi dégradante et cette dégringolade que vous évoquiez. Non, je crois qu'on ne peut pas l'accepter. Enfin, on finit par vivre avec, mais accepter de voir ses parents vieillir et perdre leur autonomie, c'est vraiment quelque chose où on peut pas s'y faire en fait. On peut pas. C'est dur, c'est très très dur. Je me garderais bien de dire bravo, parce que c'est pas tout à fait l'état d'esprit, mais en tout cas, c'est une très très belle confession, c'est un très beau témoignage, parce qu'il est simple, il est fort, il est émouvant, il est humain, et parce que voilà, c'est traversé tout de même de cet amour d'une mère pour sa fille, et chaque histoire est aussi particulière. Donc Nadine M. Philippe, le M est pourquoi? C'est mon nom de jeune fille. Ah, c'est le nom de jeune fille qui parle le M, d'accord. Oui. Donc avec Nadine M. Philippe, Borderlarm, comme on connaît l'expression anglo-saxonne borderline, je vous souhaite d'être moins en déséquilibre, de retrouver la stabilité, comme on le souhaite à tout un chacun, bien évidemment. Les mots naufragés, ces mots qui sont comme des poissons multicolores, mais qui vous glissent si facilement entre les mains, je cite mal de mémoire, mais c'est ce que vous écrivez très très bien aux éditions Les Perséides. Donc on peut applaudir Nadine M. Philippe, mesdames et messieurs, qui reste à votre disposition pour échanger avec vous. Merci et à bientôt pour une prochaine rencontre. Merci beaucoup.